Christian, c'est le 1. En quelle année êtes-vous né et à quelle heure? Eh bien, je suis né le 8 mai 1954 à 11 h, au moment de l'armistice. Et j'ai la particularité d'avoir un frère jumeau, donc nous étions 2. Où vivait votre famille? Nous étions dans une maison au centre du village, au centre de Bilieu. C'était une famille de commerçants et d'artisans. Christian, c'est le 2. C'était quoi leur métier? Mes parents étaient commerçants, donc nous vivions à 7 dans la maison. Il y avait les grands-parents, les parents, et nous étions 3 enfants. Ils tenaient une épicerie. Il y avait la cabine téléphonique également. Et puis ils avaient le café. Mon grand-père était cordonnier. Et ils avaient également ce que nous appelions le pont bascule. C'est là où les paysans venaient peser leur voyage de foin, de bois, etc. Et mon grand-père avait deux vaches. Ah ben oui, il fallait bien produire le lait. Quand on se levait, par exemple le matin, dans la cuisine, où il y avait également l'épicerie et la cabine téléphonique, je me levais, il y avait souvent il y avait du monde autour de moi, c'est vrai. Il y a des gens qui venaient chercher leur épicerie, et ouais, acheter du café. Je revois ma grand-mère et ma mère en train de moudre le café et le poivre pour le vendre, et nous on était là au milieu, on prenait notre petit déjeuner. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette période-là de ma vie en tout cas. J'en garde de très beaux souvenirs. Je suis contente pour vous. Ben, ça me fait bien plaisir. Ben, j'imagine que tu as de beaux souvenirs aussi de ton enfance. Oui. Ben, quels sont les moments que tu apprécies bien par exemple? Quand je joue dans la neige avec Antoine et maman. Ah, c'est super ça. Tu joues dans la neige? Ouais. Vous faites des bonhommes de neige? Ouais. Ah bah à l'époque, nous faisions des bonhommes de neige aussi. Ben, c'est bien. Ah bah je comprends. Bah, tu vas en garder de beaux souvenirs. Et tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ouais. C'est très bien. Quels étaient les métiers? Il y avait tous les métiers, mais pour bien comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait très peu de moyens de communication, on n'avait pas de voiture, les gens vivaient dans le village. Donc les gens devaient trouver tout ce dont ils avaient besoin dans le village, et on retrouvait ça à travers chacun des métiers. Il y avait principalement des fermes, donc des paysans. À Bilieu, à l'époque, il y avait peut-être une trentaine de fermes. Alors sachez qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Donc à la ferme, on produit beaucoup de produits qui nous servaient à manger. On trouvait tous les commerces. Il y avait par exemple à l'époque 5 ou 6 épiceries dans le village. Ça paraît énorme, mais toutes travaillaient. Parmi les épiciers d'ailleurs, il y en avait un qui était un épicier ambulant. C'est-à-dire qu'il vendait ses produits, il passait dans chacune des maisons. Il avait un cheval, une espèce de charrette dans laquelle il avait tous les produits. Il y avait 5 ou 6 cafés dans le village, où les gens du village se retrouvaient régulièrement.
On trouvait également tous les métiers du bâtiment. On trouvait des maçons, des charpentiers, des menuisiers. On trouvait également des métiers qui n'existent plus beaucoup maintenant. Il y avait ce qu'on appelle le maréchal ferrant. C'est quelqu'un qui soignait les pieds des animaux, notamment des vaches, des bœufs et des chevaux. Sinon, il y a des métiers qui m'ont marqué plus que d'autres. Le docteur, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup. Il n'y avait pas de docteur à Bilieu. Le docteur était sur la commune voisine de Charaville. Lorsqu'on avait un bobo, qu'on n'était pas bien, on passait dans la journée nous soigner. Et il faisait ça tous les jours de l'année. Parfois l'hiver, le docteur n'arrivait pas à accéder aux maisons parce qu'il y avait beaucoup de neige. Et je me souviens, sur sa voiture, il avait une paire de skis. Et quand il n'arrivait pas à accéder à une maison, eh bien, il prenait ses skis et il allait soigner les malades jusqu'à chez lui avec ses skis. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ça te paraît possible, ça aussi? Non, pas vraiment. C'était extraordinaire, ça, hein? Eh oui. Et ce docteur, il a fait ça toute sa vie. Jusqu'à quel âge? Le docteur auquel je pense a dû exercer son métier jusqu'à 70 ans environ. Wow, ça fait beaucoup quand même. Ah oui, il a énormément travaillé, énormément. Et puis, il y a un autre métier qui m'a aussi marqué. C'est pas le métier, hein, c'était la personne qui l'exerçait, qui était un petit peu particulier. C'était des coiffeurs. À Bilieu, il y avait 2 coiffeurs. Ils avaient des commerces multifonctions, c'est-à-dire qu'ils étaient épiciers, on pouvait prendre de café, ils étaient buralistes, ils vendaient des cigarettes, et en même temps, ils coiffaient. Donc ça se passait dans une pièce commune, et le coiffeur nous coupait les cheveux derrière, souvent avec une tondeuse à main, hein, qui n'était pas électrique. En fait, il nous coupait les cheveux très courts, c'était pas toujours très joli, il faut reconnaître, mais bon. Alors, je te parle d'un deuxième coiffeur. Il avait une épicerie, c'était le garde champêtre. Il se proposait d'aller coiffer les paysans qui gardaient leurs animaux, leurs troupeaux, leurs vaches, dans les champs. Donc, pendant que les paysans gardaient leurs vaches, il arrivait avec sa voiture. Il avait une chaise, il peignait la chaise et il coiffait il coupait les cheveux aux paysans sur place, dans les champs. Alors, c'est un personnage qui était un petit peu original. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais il s'est dit parfois que ces coiffeurs-là, lorsqu'ils discutaient avec le paysan qu'il était en train de coiffer, lorsqu'ils étaient en désaccord, eh ben, il partait avant de lui avoir coupé l'intégralité des cheveux. Alors il y a parfois des paysans qui sont rentrés chez eux avec les cheveux à moitié coupés, puis l'autre non. Il s'appelait comment ce coiffeur? On peut donner son nom? Oui. C'était Joseph Frappa. Voilà. C'était un personnage. C'était des métiers difficiles? Alors, c'était des métiers qui étaient physiquement difficiles, oui. Tous les travaux, toutes les tâches étaient effectuées à la main. Puisqu'on parle des paysans, ils n'avaient pas forcément de tracteur, donc ils partaient dans les champs avec leurs chevaux qui traînaient des remorques. À l'époque où ils allaient couper les foins, c'était une période importante de leur travail. Par exemple, c'était au début de l'été. Ils coupaient leur foin avec une faux, hein, comme cela. C'était déjà physiquement, c'était très difficile. Hein.
Et lorsque le foin était coupé, il fallait qu'il sèche au soleil. Il fallait le retourner avec des fourches sur des champs qui étaient grands, hein. C'était vraiment beaucoup de travail. Heureusement que maintenant, c'est plus facile. Ah, heureusement, oui. Oui, heureusement. Mais c'est des gens qui, dans leur tête, étaient très bien. Ils n'étaient pas trop stressés. Leur but premier, c'était de nourrir leur famille. À partir du moment où leur famille avait de quoi manger, de quoi s'alimenter, je pense que quelque part, ils estimaient qu'ils avaient fait leur travail. Et les parents, où leur principal objectif, c'était de pouvoir nourrir leur famille. Ils ne subissaient pas le stress que nous connaissons aujourd'hui de la vie quotidienne, où il faut partir, il faut courir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Mais, oui, tu vois. C'est des gens qui n'étaient pas malheureux, hein, je ne pense pas. Pour nous, tous ces gens-là qui nous entouraient, c'était quelque part aussi des parents avec un grand P. Alors bien sûr qu'on a tous des parents, hein. Moi j'avais un papa, une maman qui nous ont élevés, etc. Mais ces gens-là avaient toujours dans la relation qu'ils avaient avec nous, leur but c'était toujours de nous apprendre quelque chose. C'est dans ce sens où je dis que c'était aussi des parents. Ils nous ont fait grandir à travers leur métier, qu'ils nous ont expliqué. Ils adoraient leur métier, ils adoraient nous expliquer ce qu'ils faisaient, comment ils le pratiquaient, etc. Du coup, vous devez connaître un peu comment faire le métier de vos parents. Absolument. Grâce à eux, puisqu'ils ont pris le temps de nous l'expliquer. Et avec amour, puisqu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Est-ce que vous aviez connu la guerre? Oh, par bonheur, je n'ai pas connu la guerre. C'est une chance. Par contre, j'ai vécu dans ma famille aux côtés de quelqu'un qui a fait la guerre, qui était mon grand-père. Ah. Il est né en 1890, donc il y a longtemps, hein. Il était parti au service militaire durant 3 ans et demi. Et puis la guerre est arrivée, il a fait 4 ans de guerre. Il a été blessé 3 fois. Une fois à la jambe, une fois à son bras et une fois au poumon. C'est quelqu'un qui parlait peu de la guerre, comme beaucoup, je crois, des personnes qui ont connu cela. Quand il en parlait, c'était avec certains de ses amis et de ses copains qui eux aussi avaient fait la guerre. Nous écoutions, mais nous ne comprenions pas ce qu'il disait parce que de plus, il s'exprimait dans un dialecte local qui était le patois. Parfois, je me souviens, lorsqu'ils en parlaient, c'est la vérité, on voyait perler des fois des larmes. Parce qu'ils avaient dû se remémorer toutes les peines qu'ils avaient eues durant la guerre. C'est une guerre qui était très dure. Comme beaucoup de personnes qui sont revenues de cette guerre, c'est quelqu'un qui déjà était d'un naturel assez fort, puisque les gens les plus faibles, eh bien, malheureusement, ne survivaient pas toujours. L'été, l'hiver, dehors, dans les tranchées, et les moins forts, souvent en mouraient. Hein. Et ce grand-père, il avait la particularité d'être connu dans les villages aux alentours, puisque c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire sa toilette, de se laver tous les jours au bassin du village, à la fontaine. Il y avait une fontaine à côté de sa maison, et tous les jours, il faisait sa toilette, il était torse nu, et il se rasait, l'hiver comme l'été. Il est mort, il avait 81 ans, et il a fait cette toilette au bord de la fontaine, jusqu'à l'âge de 80 ans. Voilà ce que je peux... Oui, il devait faire très froid. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu t'imagines aujourd'hui faire ta toilette Non. dehors? Non. Non, hein. Je sais pas, ça te paraît possible tout ça? Bah... Non. Ah, c'est compliqué, hein. Et pourtant, on l'a vu.
Ils prenaient le car tous les mercredis, c'était systématique, pour descendre à Voiron. Et écoutez bien, hein, il allait prendre sa douche à Voiron, dans les douches municipales de Voiron. Au moins là, il se faisait une toilette complète. Pourquoi il allait à Voiron? Il allait à Voiron puisqu'il n'y avait pas de douche à la maison. Il n'y avait même pas l'eau potable. Hein. Aujourd'hui, dans la maison, on tourne le robinet, l'eau elle coule. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'eau, il fallait aller au bassin. L'eau arrivait au bassin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bilieu, l'adduction d'eau est arrivée dans les années 1960. Et je me souviens, maman, nous étions petits avec mon frère, nous l'avait dans une bassine qu'elle mettait sur la table, après être allée chercher de l'eau à la fontaine et l'avoir fait chauffer sur le poêle. Et vous buvez où? Vu qu'il n'y avait pas d'eau potable pour boire, c'était comment? C'est pas qu'il n'y avait pas d'eau potable, l'eau potable arrivait dans les fontaines. Oui. Tu as dû repérer à Bilieu, il y a plusieurs fontaines. Il y en a encore où l'eau coule, on allait la chercher. Alors tu imagines, les mamans n'avaient pas forcément, il n'y avait pas d'eau, donc il n'y avait pas de machine à laver. Elles allaient faire la lessive à la fontaine, au lavoir, au bassin. Christian, scène 3. Comment étaient vos maisons? C'était des maisons en pisé. En pisé, c'était une terre locale qui était travaillée avec d'autres ingrédients, comme des graviers, etc. Elles étaient construites en pisé, qui avait pour particularité d'être un bon isolant. Voilà. Alors, il faut savoir que, bien entendu, il y avait bien moins de maisons que maintenant, hein, puisque c'est une époque où il devait y avoir à peu près 300 habitants, 300-350 habitants à Bilieu. Hein. Sachez qu'aujourd'hui, il y en a 1600. Donc 5 fois plus. Donc, ce qui veut dire qu'il s'est construit beaucoup de maisons depuis. Aviez-vous beaucoup d'argent? Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais on ne manquait de rien. On a toujours mangé à notre convenance. Je me souviens, à l'épicerie, on vendait des caramels à 1 centime. C'était dans une boîte de caramels. Ils étaient juste à la hauteur de la tête des enfants quand ils venaient. Comment étaient les lumières des maisons? Il y en avait certainement moins de lumière, moins de lampes qu'aujourd'hui. Et surtout, à chaque fois qu'on éclairait une lampe, lorsqu'on n'en avait plus besoin, on avait intérêt à l'éteindre, puisque nos parents nous rappelaient à l'ordre qu'il fallait éteindre la lumière. On nous le répétait à longueur de journée, parce que la lumière était dans les maisons depuis peu de temps et il fallait la payer. Ça commençait à leur coûter un petit peu de l'argent. On n'avait pas à l'époque, on n'avait pas de voiture. Ouais, je me souviens, lorsque mon papa a eu une première voiture, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et cette première voiture, c'était une Juva 4. Je me souviens très bien, ma grand-mère, qui n'était jamais montée dans une voiture, elle avait peur de monter dans cette voiture, qui ne roulait vraiment pas très vite, mais elle était toujours en train de dire à son fils, donc mon papa, tu vas trop vite. Et elle avait une peur bleue de monter dans cette voiture. D'accord. Voilà. Merci. C'est moi qui te remercie. C'était très bien. Que mangiez-vous? C'était des produits que l'on fabriquait à la maison. Par exemple, lorsqu'on mangeait des légumes, une salade, c'était la salade que nous allions cueillir dans le jardin. Lorsque nous mangions de la viande, c'était parfois de la volaille, hein, puisque dans chacune des maisons, il y avait des poules, des poulets, des lapins, et on se nourrissait avec cette viande-là. On mangeait parfois des petits veaux, etc., lorsque le boucher avait tué les animaux et nous ramenait la viande. Le dessert, c'était souvent des fruits, hein, des pommes, que l'on ramassait dans le verger. On mangeait aussi du gibier. À l'époque, il y avait beaucoup de chasseurs. Ça peut peut-être vous choquer maintenant, je ne sais pas. Et puis, nous mangeons aussi des poissons que les pêcheurs allaient pêcher dans le lac, là où on se baigne aujourd'hui. Voilà, c'était ça notre alimentation. Les produits du jardin, de la ferme, la chasse et la pêche. Il y avait quoi comme poisson Dans le lac, le lac?
Il y a beaucoup de sortes de poissons, hein. Il y a des poissons qu'on appelle les gardons, les tanches, les brèmes, des carpes, des brochets. Le brochet, par exemple, c'est un poisson qui était assez renommé. Le week-end, il y a des gens qui venaient de la ville, de Grenoble ou de Lyon déjà, pour manger spécialement du brochet. Il y a deux poissons, je dirais nobles, très appréciés, que l'on trouve toujours. Là, ça s'appelle le lavaret ou le ferrat. C'est un poisson qu'on trouve dans les lacs environnants, dans les lacs alpins. Et puis, il y a une autre sorte de poisson qui est plus rare, mais qui existe encore un peu, qui s'appelle l'omble chevalier. Ce sont des poissons qui sont très recherchés par les pêcheurs. Où faisiez-vous vos courses? On n'avait pas de voiture ou peu de voitures, hein, donc elles se faisaient dans le village, dans les épiceries. Est-ce qu'il y avait des supermarchés? Non. Il n'y avait pas de supermarché. Quand on devait acheter quelque chose d'un petit peu exceptionnel, qu'on ne trouvait pas sur place, eh bien il fallait se rendre à la ville, à Voiron par exemple. Qu'est-ce que c'est ça? Avez-vous les mêmes jeux que nous? Écoute, moi je ne sais pas à quoi tu joues actuellement. Moi, ce que je peux te dire, c'est que nous, on jouait surtout à l'extérieur, dans la nature. On s'amusait à construire des cabanes. Nous faisions des jeux de piste. On jouait au ballon prisonnier par exemple. Je me souviens aussi avoir passé des heures, voire des journées entières, au bord de petits cours d'eau. Et on récupérait les bouchons les capsules de bouteilles que l'on peignait de couleurs différentes. On les jetait dans la rivière et puis on leur faisait faire la course. On allait les récupérer 20, 30 ou 50 mètres plus loin. Nous avions aussi des jeux de société. On jouait aux petits chevaux, aux jeux de dames. Alors tu joues à quoi, toi, par exemple? Est-ce que tu as retrouvé des jeux que tu pratiques maintenant et que je t'ai... Par exemple le foot, les jeux avec ballon. Ah oui. Moi j'aime bien aussi faire comme vous faisiez avec les bouchons, moi j'ai fait avec des cailloux. Ah super, tu vois, ça n'a pas changé ça. Et après je trouve quand même ça a assez bien changé. Ah oui, sans doute. Parce qu'avec les écrans, les plays, tous les trucs comme ça, il y a... Oui. Voilà. Ah oui, ça a dû changer, effectivement. Hein. Mais bon, je suis content de savoir que tu joues toujours au bord de la rivière avec des petits bouchons, là. C'est bien. En fait, nous, dans les jeux, il fallait souvent que l'on imagine et que l'on crée nos jeux, puisqu'on ne les avait pas. Mais ça se passait très, très bien. Hein. Comment faisiez-vous pour appeler votre famille? Très bien. Mais tu sais qu'à l'époque, les téléphones portables n'existaient pas. Il y avait ce que l'on appelle une cabine téléphonique. Tout à l'heure, je t'ai expliqué que mes parents avaient la cabine téléphonique chez eux. C'est-à-dire, quand les gens avaient besoin d'appeler quelqu'un, il n'y avait qu'un téléphone dans le village. On venait, c'était à la cabine téléphonique. Il y avait un numéro de téléphone. On composait le numéro de téléphone. Par exemple, je ne sais pas où tu habites, mais si à l'époque, tu serais venu chez mes parents, voilà, si tu voulais appeler un tonton ou une tante, eh bien, tu aurais appelé du téléphone qui était chez mes parents. Et tu le serais appelé à une autre cabine téléphonique. Okay. Voilà. Et là-bas, à l'école, il y a une cabine téléphonique. Oui, c'est une ancienne, mais il y en avait une. Bien sûr. Alors, à l'époque où je te parle, ces cabines téléphoniques étaient chez nous, dans la maison. Puis après, on en a installé plusieurs. Elles étaient à l'extérieur, effectivement, dans les communes, comme celle qui reste ici, oui. Et est-ce que sur vos téléphones, vous pouvez avoir des jeux vidéo? À l'époque, il n'y avait pas de jeux vidéo sur les téléphones, non, malheureusement. Il n'y avait que des numéros. Ok. C'était très... Quel était votre dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré? Oui. J'aimais bien Blanche-Neige et les 7 nains, moi. Ça te fait rire, hein? Ah ouais. Vous aviez la télé alors? Moi, j'ai eu la télé, j'avais 14 ans, en 1968, pour les Jeux Olympiques.
Je revois le grand-père. Mon grand-père, dont je t'ai parlé tout à l'heure, et ma grand-mère regardaient les images à la télévision. Et ils étaient assis dans la télévision, ils ne croyaient pas que ça puisse exister. Hein. Ils regardaient les émissions avec des yeux grands ouverts comme ça, ils disaient c'est pas possible. Eh bien si. Et vous, des ordinateurs? Alors, non, lorsque nous avions votre âge, non, il n'y avait pas d'ordinateur. Oui, comment tu faisais tes calculs au travail? Eh bien, lorsque j'ai commencé le travail, les calculs, nous les faisions à la main, avec un stylo, un crayon, et puis nous faisions les additions, les soustractions comme cela. Ensuite, les machines plus modernes sont arrivées, les calculatrices. Oui, et comment elles sont vos calculettes? Elles sont comme aujourd'hui? Avec un petit écran et après vous avez besoin de Non. Et je me souviens, à la banque, on avait un comptable qui était âgé à l'époque. Lorsqu'on travaillait sur les premières machines à calculer, il y a des bandes qui sortaient où on faisait pour faire les additions, pour faire les calculs. Lui, il recomptait tous les calculs à la main. J'ai trouvé ça, c'était super. Ouais. Christian, c'est 9. Est-ce qu'il y avait des touristes? Ah oui, c'est une bonne question. Oui, il y avait déjà des touristes à l'époque. Les touristes arrivaient des villes voisines, comme Voiron par exemple. Oui. Ils venaient aussi de Grenoble, voire de Lyon. Oui. Et on commençait à voir des touristes qui venaient des pays étrangers, comme des touristes hollandais notamment. Ils commençaient à s'installer, à faire du camping sauvage, puisque les terrains de camping n'existaient pas. Donc ils installaient leur tente dans une ferme, etc. Voilà, ils passaient quelques jours ici. On était pressés de voir arriver les touristes l'été, puisque c'est eux qui nous permettaient qui nous apprenaient à nager, d'aller nous baigner. Nos parents ne nous permettaient pas d'aller au lac, c'était dangereux quand même la baignade, il n'y avait pas de plage, il n'y avait pas de surveillants. Est-ce que vous partez souvent en vacances? On ne partait pas en vacances. L'été, c'était le travail à la ferme, chez un tonton ou une tante qui avait une ferme par exemple. On allait les aider à récolter le foin notamment, ou à ramasser les pommes de terre dans les champs. Moi, je me souviens aller chez mes grands-parents qui avaient une ferme. Et ces grands-parents avaient pour particularité, ils étaient très généreux et ils laissaient toujours tout ouvert chez eux. Leur maison n'était jamais fermée à clé. On dormait au premier étage et parfois, il m'est arrivé d'entendre du bruit la nuit. On avait peur dans notre lit et mon grand-père se levait. Eux, ils étaient habitués. C'était des gens de passage, ce que nous appelions des mendiants autrefois, hein, des gens qui n'avaient pas de résidence, qui vivaient dans la rue. Ils passaient régulièrement et mon grand-père se levait pour leur servir souvent la soupe, hein, parce qu'ils avaient faim, et leur proposer de dormir dans le foin ou sur la paille. Et je revois mon grand-père leur demander, après qu'ils aient mangé leur soupe, de poser leurs cigarettes et leurs briquets pour pas qu'ils risquent de mettre de feu à la ferme et leur proposer d'aller dormir. Il allait les récupérer le lendemain, il leur servait un bon café et ces gens poursuivaient leur route. Les gens étaient très solidaires, très solidaires. Hein. Faut pas croire, nous partions en vacances, c'était pas des vacances, on travaillait à la ferme. Hein. L'idée c'était aussi de les aider. Bon, après on n'était pas malheureux, hein, faut pas croire. Hein. Question 54. Quels étaient vos habits? Alors, à l'époque, nous avions les habits de la semaine et les habits du dimanche.
Alors en semaine, nous étions habillés très simplement. Pour se rendre à l'école, nous mettions une blouse. Nous avions tous une blouse grise de mémoire. Ce qui fait que tous les enfants étaient habillés de la même façon à l'école. Et puis lorsque nous sortions, les sorties à l'époque, c'était le dimanche. Là, nous mettions nos beaux habits du dimanche que nous mettions pour lorsque nous sortions en famille ou lorsque nous allions à la messe, puisque nous allions à la messe tous les dimanches matins. Est-ce que je peux me permettre de te demander, est-ce que toi tu mets des affaires du dimanche? Non. Non, ça n'existe plus ça, hein? Oui. Ah ouais, d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait. Non, c'est vrai, ça tourne. C'est la confusion à droite. Christian, scène 7. Ça va les doigts? Ouf, parfait. Comment était l'école? Pourquoi les filles et les garçons étaient séparés? Il y avait 2 classes. Oui. Il y avait environ une trentaine d'élèves. Il y avait la classe des petits et la classe des grands. À Bilieu, les garçons et les filles étaient dans la même classe. Il n'y avait pas de séparation garçon-fille. C'était un couple qui nous faisait l'école. La dame s'occupait des petits, le monsieur des grands. C'est vrai qu'à l'école, à l'époque, les maîtres étaient quand même assez sévères. Par exemple, ils étaient très à cheval sur tout ce qui touche notamment à l'éducation, bien entendu, mais à la politesse. Il fallait être très très poli, ne pas oublier de dire bonjour au maître lorsque nous arrivions à l'école le matin. Lorsque quelqu'un entrait dans la classe, par exemple, il fallait ne pas oublier de se lever. Et même dans le village, on avait plutôt intérêt à ne pas oublier de dire bonjour à quelqu'un du village, le week-end par exemple. Parce que si c'est quelque chose qui revenait à l'oreille du maître le lundi, c'était la punition assurée, dès le lundi. Sinon, l'école, la première chose, c'était la leçon de morale. C'était pour apprendre à bien vivre en société. Donc le maître, par exemple, affichait au tableau noir une phrase, par exemple la politesse aujourd'hui. Mais chaque jour, c'était un thème différent. Après, c'était une leçon de maintien. Alors ça, c'était pour apprendre à bien se tenir à l'école. On faisait un exercice d'éducation physique, on était assis et le maître nous apprenait à nous tenir droit, surtout pas baisser les épaules, etc. Et ensuite, la journée commençait naturellement avec les cours de calcul, de géographie, d'histoire, de français, comme vous pouvez avoir maintenant. Est-ce qu'il y avait des punitions? Ah oui, il y avait des punitions. Et bien, quand on faisait une faute à la dictée, par exemple, on avait une fois la dictée à recopier à la maison. Quand on faisait 5 fautes, on avait 5 fois à la recopier. Quand on faisait 10 fautes, on avait 10 fois à recopier la dictée. Voilà. Après, on savait, on n'avait pas trop envie de la recopier. Sinon, les punitions, c'était la privation de récréation. On n'avait pas le droit d'aller en récréation. Lorsqu'on avait fait quelque chose de plus grave, par exemple, dans la classe des petits, on nous faisait passer dans la classe des grands. Le maître, il était sévère également. Et là, on avait un petit peu honte devant les autres d'arriver en punition. Et on nous mettait au piquet. Piquet, c'est dans un coin de la salle avec les mains sur la tête. Est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui? Non. Est-ce que vous avez... C'est quoi qui a changé? Les punitions sont pas pareilles. Si on fait une faute, on prend le stylo vert et on écrit le mot correctement en bas. Ou sinon, si on fait des choses plus graves, Oui. on a une fusée orange. Une fusée orange? Oui. Et si on a, par exemple, 8 fusées vertes, on a le droit de... Une fusée verte, ça veut dire qu'on est sage.
Et j'imagine. si on a 8 fusées vertes, on a le droit de ne pas faire un exercice. Ah, très bien. Sinon, si on a 40 fusées vertes, on peut faire une fin de soirée avec des dessins et des jeux. Ah, c'est bien, ben, c'est quelque chose que tu m'apprends et je trouve ça très bien également. Mais par exemple, il n'était pas rare qu'ils viennent jouer avec nous au foot le jeudi, puisqu'à l'époque on n'avait pas d'école le jeudi. Autant ils pouvaient être sévères, autant ils savaient également nous apprendre à vivre ensemble en collectivité dans des bonnes conditions. Christian 10. Est-ce que vous faisiez les tri du déchet? Est-ce que nous faisions les tris des déchets? Bien, malheureusement, non. À l'époque, on ne faisait pas le tri des déchets. Nous amenions nos déchets dans un endroit qui était réservé à cet effet et qui se situait tout près de la salle des fêtes d'aujourd'hui. À ciel ouvert, on vidait tous les déchets comme cela. Et de temps en temps, il y a une machine qui passait et qui écrasait les déchets sur le sol. C'était pas bien, hein? Christensen 8, prise 2. Je dis là. Est-ce qu'il y avait de la neige? Alors oui, les hivers il y avait de la neige, plus qu'à présent, puisque la neige elle commençait à tomber dès le mois de novembre. Et la neige elle pouvait rester jusqu'au mois d'avril-mai. Hein. Alors parfois il en tombait beaucoup. Les routes étaient toutes recouvertes de neige et on ne pouvait plus circuler. Si aujourd'hui ce sont de gros engins qui font la trace, à l'époque, encore une fois, parfois c'était les animaux, les chevaux ou les vaches qui tiraient ce que nous appelions des traîneaux, ou les hommes, les paysans qui faisaient ça avec leur pelle. Ils s'entraidaient tous, ils se donnaient la main et ils dégageaient le village comme cela. Mais il est évident que ça prenait parfois du temps. Donc il y a des hameaux qui restaient isolés, hein, qui n'étaient pas accessibles. Alors ça ne durait pas tout l'hiver, mais ça pouvait parfois durer une quinzaine de jours où les gens ne pouvaient pas sortir. Est-ce que le lac était déjà gelé? Ah oui, le lac a gelé. Le lac a gelé. Je me souviens, moi, l'avoir vu geler. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Et notamment, lorsque le lac dégelait, c'était assez impressionnant parce que la glace craquait, mais ça faisait un bruit très fort et c'était pas très agréable à entendre. Il commençait à dégeler du côté de Charavine et on entendait le bruit courir tout le long du lac jusqu'à la commune de Paladru. On a vu des gens traverser le lac en voiture, notamment le médecin dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai vu des gens aussi le traverser avec un cheval et une remorque et ils avaient une grosse pierre qui balançait comme ce qu'ils jetaient devant eux, comme ça pour s'assurer que la glace ne casse pas. C'était une sécurité pour eux et ils progressaient sur la glace de cette façon-là. Christian, c'est 9. Comment étaient les paysages du milieu? Ah, les paysages de Bilieu. Globalement, le paysage n'a pas tellement changé. Sauf là où se sont construites les maisons. Et Dieu sait s'il s'en est construit beaucoup. Alors peut-être qu'à l'époque, les
les parcelles de terrain étaient plus petites. Aujourd'hui, on a agrandi ces parcelles de terrain pour permettre aux engins agricoles, notamment, de passer et d'avoir de la place. Mais vous avez été maire. Oui, effectivement, oui. Mais J'ai eu cette particularité-là. Il a été maire de Bilieu, Christian. Ouais. Oui. Mm. Tu sais, c'est une personne qui administre la commune comme un papa et une maman peuvent gérer une famille. Eh bien, le maire, c'est pas la famille, c'est une famille qui est plus importante, c'est la commune. ok. Et est-ce que vous avez un truc à dire aux enfants d'aujourd'hui? Ah oui, moi je serais très heureux d'être un enfant aujourd'hui, parce que je pense qu'il était important pour vous de savoir ce qu'était Bilieu à mon époque. Je peux vous paraître âgé, il n'en demeure pas moins que le temps passe très très vite et ça c'était hier. Je trouve que pour savoir que vous allez pouvoir construire, il était important de savoir que hier on est parti de pas grand chose et que l'on a progressé quand même. Si vous avez la chance de rester à Bilieu, il y a beaucoup de choses à faire encore dans ce village. Et Bilieu est sans doute le village qui va connaître le développement le plus important en ce qui concerne ses rives au bord du lac. Vous en serez sans doute les acteurs d'ailleurs et vous allez pouvoir en profiter. Merci. C'est moi qui vous remercie.